Les phobies sont des troubles anxieux extrêmement répandus. Il s'agit de peurs excessives qu'il ne faut pas confondre avec la peur classique qui est naturelle. Chez certaines personnes, cela prend des proportions extrêmes qui, la plupart du temps, les empêchent de vivre. Elles évitent alors toutes les situations dans lesquelles le stimulus dont elles ont peur va être présent. Et cela peut avoir des conséquences sur leur vie, que ce soit dans le cadre professionnel ou même familial. Alors comment soigner les phobies aujourd'hui ? Des phobies, il y en a de plusieurs types. On peut avoir des phobies spécifiques, donc d'un objet particulier, d'un objet de type animal par exemple. Ça peut se concentrer sur les oiseaux, ou les chats, ou les chiens. Et ça peut se concentrer également sur des situations sociales, comme la phobie sociale, c'est la peur du regard des autres. Et il y a des phobies que nous on appelle des phobies à caractère spatial, dans lesquelles les situations anxiogènes sont reliées à l'espace. Alors ça peut être de plusieurs types, comme par exemple la peur du vide. Et il y a également les phobies de type agoraphobie, où les personnes peuvent avoir peur des espaces qui sont larges, que les espaces soient vides ou que les espaces soient pleins, ça dépend des descriptions des patients. Ça peut être la peur d'endroits clos, comme les claustrophobies. Donc depuis longtemps maintenant, on sait qu'il y a au moins un type de thérapie qui fonctionne très bien, qui sont les thérapies cognitives et comportementales. Ces thérapies se font avec le principe de l'exposition progressive au stimulus phobogène pour apprendre à la personne à n'avoir plus peur de sa peur. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que des chercheurs ont développé des alternatives à ce type de thérapie par exposition réelle grâce à la réalité virtuelle. On fait de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée ici autour des technologies de réalité virtuelle. Alors notre plateforme est assez particulière. D'abord, c'est de la haute technologie par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la réalité virtuelle avec des casques à bas coût et autres. On est sur un dispositif qui a coûté à peu près 1 million d'euros, qui coûte cher à entretenir, mais qui a un but principal, qui est d'immerger sensoriellement le sujet au maximum dans un environnement virtuel. Donc le principe de cette expérimentation est de démontrer l'efficacité de la réalité virtuelle pour traiter les phobies. Donc pour ça, on a plusieurs subterfuges. Le premier est d'avoir 4 écrans. Donc le sol est un écran, 3 écrans verticaux, qui font que quand le sujet est au milieu du dispositif, il est complètement immergé dans l'environnement virtuel. Des lunettes qui comportent des filtres permettent de recevoir des images en stéréoscopie et font disparaître la perception des écrans. Ces lunettes sont munies de boules qui réfléchissent de la lumière infrarouge émise par des caméras placées autour du dispositif. Et 60 fois par seconde, ces caméras recalculent la bonne image par rapport au point de vue du sujet dans l'environnement. Donc là, on est dans un environnement virtuel qui est un environnement urbain. Vous voyez, là, avec des voitures qui passent. Et donc, j'utilise mon flystick pour me déplacer. En gros, c'est une manipulation très simple qui consiste à pointer le flystick dans la direction où je veux aller, d'appuyer sur le petit joystick qui est dessus, et je me déplace. Cet environnement-là est une manière d'habituer le sujet à la manipulation de ce genre d'interface de locomotion. Et vous entendez effectivement que les bruits de la ville sont aussi un aspect important de l'immersion du sujet. Ce dont on s'est rendu compte dans nos travaux, c'est que le son a un aspect très important pour la plupart des phobies finalement. Il est sous-estimé, on le prend pas en compte, mais en fait il y a un aspect phobogène du son qui mérite d'être étudié et d'être exploité finalement dans le versant thérapeutique. Par exemple, on s'est rendu compte il y a déjà une dizaine d'années en faisant des études en réalité virtuelle, en comparant des immersions avec et sans son, du son spatialisé toujours, que les patients étaient beaucoup plus immergés dans les conditions dans lesquelles on leur donnait du son spatialisé. Mais ensuite, on s'est rendu compte également que la réponse émotionnelle des personnes anxieuses était beaucoup plus importante quand il y avait un rendu sonore également. Et cette réponse émotionnelle, c'est ce qu'on cherche dans les thérapies. Donc finalement, on a un avantage à rajouter un réalisme sensoriel. Donc voilà, donc je me dirige vers l'ascenseur dans lequel je peux rentrer. Ici, on va traiter de l'acrophobie, qui est la peur du vide, la peur des hauteurs. Donc j'ai supprimé la barrière et effectivement maintenant,
On peut penser que si j'ai peur du vide, le fait de faire ce simple geste va commencer à poser problème chez un patient qu'on appelle l'acrophobie. Les expériences de thérapie effectuées ici suivent un protocole scientifique très encadré par le comité d'éthique et l'agence du médicament. Il est prévu de faire 8 sessions d'environ 1 heure pour chaque patient. Dans cette thérapie, on propose 6 environnements possibles. À la première séance, le thérapeute demande au patient de les classer de l'environnement qui lui semble le plus simple à affronter au plus difficile. Pour être efficace, l'exposition doit être progressive, prolongée et répétée. Il est quand même terrible celui-là, putain. Tout à fait, c'est l'un des plus difficiles, hein. C'est tout à fait normal. Rappelez-vous que rien ne presse, hein, que vous pouvez prendre votre temps. Hein. Moi, j'avais bien avancé la dernière fois. Oh, putain. On a à chaque fois 50 minutes, hein, ce qui est bien. J'ai commencé à traiter les patients en 2004 en réalité virtuelle. Je traite aussi de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans le casque de réalité virtuelle, si la situation l'exige. Par exemple, une personne qui aurait peur des aiguilles, de seringues, bon, c'est pas la peine d'avoir la réalité virtuelle, c'est pas compliqué à faire dans la réalité. La réalité virtuelle est intéressante quand on a des situations qui sont difficiles à recréer ou à contrôler dans la réalité. Physiquement, quand je suis dans le cave, je suis tendu complètement. Aujourd'hui, par exemple, j'avais les jambes qui tremblaient. Je suis raide de partout. J'ai la nuque vraiment raide. Je sors de là, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon du sport, en tout cas pendant un bon moment, quoi. C'est vraiment beaucoup plus fatigant physiquement que je l'imaginais. Alors, dans le réel, je me sens aujourd'hui plus confiant. Alors, plus confiant, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Ça veut dire que je sais que je pense pouvoir le faire. Et notamment le col de la Gineste, pour venir ici de Toulon, parce que je viens de Toulon, la première fois pour moi, ça a été une horreur de le traverser. En arrivant ici, j'avais déjà l'impression d'avoir fait ma séance. La semaine dernière, en partant, je me suis arrêté sur le bord de la route et je suis sorti de ma voiture et j'ai regardé. Je suis resté 10 minutes, pas énorme, mais je ne l'aurais jamais fait il y a 6 séances. Quel est votre niveau d'anxiété de 0 à 100 ? 40. 40. Ce qui intéresse les chercheurs et les médecins, c'est d'observer plusieurs paramètres. On mesure le rythme cardiaque et la variabilité cardiaque directe quand le patient est immergé. On mesure aussi l'anxiété sur une échelle de 0 à 100 toutes les 5 minutes. Quel est votre niveau d'anxiété de 0 à 100 ? 35. 35. Si c'est trop difficile, eh bien, ça n'est pas utile pour la thérapie. Vous ne pouvez vous habituer que si l'anxiété n'est pas trop forte. Tout à fait. Si par exemple vous avez un niveau d'anxiété à 70-80, c'est trop, hein. Il vaut mieux reculer à ce moment-là. Parce que là, dans cette situation, qu'est-ce que votre instinct vous dit ? Recule et casse-toi. Exactement. Il vous demande de partir, votre instinct. C'est très bien dans la vie d'écouter son instinct, mais dans le domaine des phobies, c'est le seul moment où il ne faut pas écouter son instinct, où il faut aller contre son instinct. Au contraire, il faut rester, car il n'y a pas de danger. C'est dingue parce que là, au fond, je le sais qu'il n'y a pas de danger là. Au fond, je le sais. Et pourtant, je suis trompé quand même. C'est normal, votre intellect le sait, mais en revanche, les processus neuronaux qui sont en lien avec le conditionnement ne sont toujours en place. Ce sont ceux-là qui provoquent la peur que vous ressentez. Mais qui vont changer, justement. Parce que quand vous vous exposez, vous créez un nouveau conditionnement. Le patient nous a dit qu'effectivement, il avait 35 à 40 dans ses environnements virtuels. Bon, déjà, c'est bien. Parce qu'en fait, on veut qu'il soit anxieux. Pour travailler correctement en exposition, et aussi être sûr que l'environnement virtuel est un effet sur lui, il faut qu'il soit anxieux. Si par contre, le patient nous dit « là, je suis très calme, je suis à 0,10 ou 0,20 sur 100 », on lui suggère de passer à l'étape suivante, qui sera forcément plus difficile. Une rampe sans rambarde, cette fois-ci. Le plus important, c'est pas l'attente des résultats, comme je le dis aux patients, mais c'est plutôt qu'il le fasse déjà. Dès l'instant qu'il l'a fait, comme la méditation d'ailleurs, eh bien, elle a réussi. La grande majorité, 99%, vont jusqu'au bout, parce qu'en fait, s'ils font déjà la démarche de venir à l'hôpital, eh ben, c'est qu'ils ont envie de changer.
Et souvent, ceux que je vois, de toute façon, eh bien pour eux, c'est un grand espoir parce qu'ils ont déjà essayé beaucoup de méthodes avant. Ils ont déjà essayé l'hypnose, la psychanalyse, la thérapie classique, donc ils arrivent parfois en dernier recours. Donc ils sont très motivés à aller jusqu'au bout. En plus de la stimulation auditive et visuelle, il y a la proprioception, le sens de la position du corps dans l'espace. On stimule également le sens olfactif, avec l'odeur du tabac ou de l'alcool, pour ces types d'addictions. Les équipes de recherche espèrent étendre leur thérapie avec le développement des casques. Le but ultime étant, quel que soit le dispositif, de stimuler le plus de sens possible pour que le patient ait vraiment la sensation d'exister dans ces environnements 3D.